Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre formation consacrée au JavaScript et aujourd'hui je vous propose de découvrir deux nouveaux objets qui sont les maps et les sets qui vont vous permettre de sauvegarder des structures particulières. Et on va commencer à explorer les sets. Un set, c'est un objet qui va permettre de sauvegarder une liste de valeurs, donc en soi ça fonctionne un petit peu comme un tableau, sauf qu'il y a un petit détail important, on ne peut pas avoir deux fois la même valeur dans un set. Pour utiliser cet objet, il suffit de le construire grâce au constructeur set. Ensuite, on a la possibilité de rajouter une valeur grâce à la méthode add. Donc moi, je vais rajouter ici un prénom et on va s'imaginer rajouter John. On voit que notre set a maintenant une valeur qui est John. Et je peux comme ça rajouter d'autres valeurs. Donc en soi, cette fonction, elle fonctionne un petit peu comme la méthode push dans le cadre des tableaux. Sauf que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir deux fois la même valeur. Ce qui fait que si j'essaie de rajouter John maintenant, on voit que notre set ne va pas avoir une taille de 3, mais il va garder ces deux valeurs, John et Jane. On aura aussi la possibilité de vérifier si une valeur existe grâce à la méthode as. On lui donne une valeur et il va nous dire si oui ou non cette valeur est dans notre set. Si ici je mets un nom qui n'existe pas, j'obtiens bien false. Autre point intéressant, on peut supprimer facilement une valeur à l'intérieur d'un set. Donc c'est souvent quelque chose qui est assez pénible à faire dans le cadre des tableaux. On est obligé de faire un filter ou un splice. Mais là on peut faire un delete et on va choisir la valeur à supprimer de notre set. Et maintenant, si je regarde la valeur de S, on voit qu'on n'a plus que Jane. Si je souhaite obtenir la taille de mon set, ce n'est pas la propriété length que l'on va chercher, mais c'est une propriété qui s'appelle size et qui nous donne la taille de notre set. Si je remets la valeur John, donc je vais rajouter John ici, et que je regarde la taille, ça me donne bien une taille de 2. Enfin, si je souhaite explorer les éléments à l'intérieur de mon set, c'est un itérator, donc on peut directement itérer dessus, avec par exemple une simple boucle for. Je vais faire const name of S, donc c'est le nom de mon set, et pour chaque élément à l'intérieur de mon set, je vais faire un console.log de la valeur. Et dans ce cas-là, ça va bien me donner le nom de la personne. Alors si ce n'est que ici, dans le console.log, il faut que je log name et pas S. Et j'ai bien Jane et John. On a aussi la possibilité de directement utiliser la méthode forEach qui est disponible sur les sets et qui vont permettre de parcourir chaque élément. Enfin, dernière méthode intéressante, c'est la méthode clear qui va permettre de vider entièrement un set et automatiquement de se retrouver avec un set vide. Donc maintenant, pour vous montrer un exemple concret d'utilisation d'un set dans un cas réel, imaginons qu'on a un tableau qui contient plein de valeurs et on aimerait bien dédupliquer les valeurs dans ce tableau tout en gardant un tableau. Les sets peuvent être intéressants à ce niveau-là. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est faire un nouveau set à partir de nos données. Donc je peux faire un new set, mais je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut construire un set à partir d'un tableau. Donc ici, je fais names. Et automatiquement, vu que ça respecte la règle où on ne peut pas avoir deux fois le même élément, mon John qui est ici dupliqué ne le sera pas dans notre set. Si je sauvegarde, j'obtiens bien ici 4 éléments contre les 5 initiales dans le tableau. Si je veux obtenir un tableau et non pas un set, je peux utiliser array.from et utiliser mon set. Vu que c'est quelque chose qui est un itérator, ça peut être reconverti sous forme de tableau. Ou si vous voulez utiliser une syntaxe un petit peu plus courte, vous pouvez créer un tableau qui va contenir l'ensemble des éléments de votre set. Et vous créez alors un nouveau tableau qui ne contient pas les éléments en double. On notera aussi que les sets vont obtenir de nouvelles méthodes qui permettent par exemple de trouver la différence entre deux sets, de voir l'intersection, est-ce qu'un set a les mêmes éléments qu'un autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant pour des comparaisons un petit peu plus complexes. Donc ce qu'on doit retenir, c'est qu'un set va être intéressant si jamais vous avez besoin de sauvegarder un dictionnaire de valeurs et que vous ne voulez pas avoir deux fois la même valeur dans votre dictionnaire. On notera aussi qu'en termes de performance, vérifier si une valeur existe dans un set est plus performant que de vérifier si une valeur existe dans un tableau. Parce que lorsqu'on veut vérifier si une valeur existe dans un tableau, on est obligé, grâce à la méthode includes, de parcourir l'ensemble de tableaux. Donc pour des gros tableaux, ça peut être un petit peu compliqué. Et les sets ont en revanche un coût mémoire qui est légèrement supérieur au tableau. Donc voilà pour le principe des sets. Maintenant, on va parler des maps. Une map va permettre de créer une structure de données dans laquelle on va associer une valeur à des clés données. Alors pour vous donner un exemple concret, je vais ici créer une nouvelle map que je vais appeler M. Donc je l'initialise vide et ensuite je peux utiliser la méthode set. Je donne une clé et une valeur associée. Par exemple ici on va mettre John. Ensuite, j'ai la possibilité de récupérer la valeur qui est associée à une clé grâce à la propriété get. Je donne le nom de ma clé et ça me donne la valeur. Alors tout de suite, on va se dire, ouais, mais finalement, c'est un peu comme un objet. Pourquoi je ne crée pas un simple objet et je peux définir des clés? La particularité, c'est qu'un set peut contenir des clés qui sont elles-mêmes des objets. Même si ça n'a pas forcément de sens de le faire ici, je peux lui dire, je veux avoir une clé qui est une date.
et ensuite je mets une valeur qui est associée. Et dans ce cas-là, on voit que notre set a à la fois une clé qui est classique, qui est une chaîne de caractères, mais aussi une clé qui est un objet. Ensuite, on a les méthodes classiques. On va avoir une méthode delete qui va permettre de supprimer une clé particulière. Donc par exemple, si je supprime ici la clé 1, je vais me retrouver avec ma map qui ne contient plus qu'un élément. Ensuite, on a la méthode clear qui permet de nettoyer complètement notre map. Là, je ne vais pas l'utiliser. On a la propriété size qui va permettre d'obtenir la taille, donc c'est le nombre de clés ou de valeurs comme vous voulez. Vous avez la méthode keys qui va fonctionner un peu comme object.keys qui va vous donner l'ensemble des clés sous forme d'itérateur de votre map. Et vous avez la même méthode pour les valeurs qui est values. Donc si vous voulez itérer dessus, si vous voulez itérer sur les valeurs, vous pouvez le faire. Et enfin, comme pour les objets, vous avez aussi entries qui va vous permettre d'avoir un itérateur de tableau qui contient à la fois la clé et la valeur. Alors maintenant, un cas concret d'utilisation des maps. J'ai ici une liste de personnes sous forme d'objets, et en fait, pour chaque personne, je vais aller créer un LI. Mais peut-être plus tard dans mon code, j'aimerais bien trouver le LI qui va correspondre à un de ces objets-là. Là, je suis un petit peu embêté, et c'est là que les maps peuvent être intéressantes. On va créer une variable qu'on va appeler LI map, et on va créer une nouvelle map. Ensuite, à chaque fois que je crée un LI, je vais sauvegarder dans ma map au niveau de la clé la personne en question et le LI associé. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire au niveau de ma map, je veux que tu set. Tu vas avoir en clé la personne en question qu'on est en train de parcourir et en valeur l'élément HTML. Et ensuite, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va faire un console.log de cette map-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec des objets. Et on le voit ici, j'ai une map et à chaque fois que je regarde quel est le point d'entrée, c'est un objet. Donc la clé, c'est une personne et la valeur, c'est un HTML element. Si maintenant je veux récupérer le LI qui correspond à la seconde personne dans mon tableau, je peux utiliser cette map et lui demander ici de faire un get et de récupérer la personne à l'index 1, donc la deuxième personne. Et dans ce cas-là, ça va bien me donner le LI en question qui est le second LI. Alors une autre solution aurait été de modifier l'objet original pour par exemple sauvegarder l'élément HTML qui correspond, mais là l'avantage c'est qu'on sauvegarde une valeur associée sans forcément modifier l'objet original. Pratique que je trouve un petit peu plus intéressante. Donc voilà à quoi peut servir les maps. Dès lors que vous avez besoin d'associer deux valeurs ensemble, vous pouvez utiliser une map parce que ça vous permet d'avoir des clés en objet. Pour le coup, le cas d'utilisation s'impose un petit peu de lui-même lorsque vous avez une situation où vous voulez associer à un type d'objet particulier une valeur d'un autre type. Et là, c'est intéressant d'utiliser les maps parce que finalement, il n'y a pas d'autre solution en JavaScript. Alors maintenant, je vous propose un tout petit TP pour pratiquer justement l'utilisation des maps. Imaginons que vous avez un objet qui contient comme ça des personnes avec des ID. Donc on va imaginer que là, on a l'ID 1, là, on a l'ID 2, et la troisième personne, elle a aussi l'ID 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une classe qui va permettre de fonctionner un petit peu comme un set, sauf qu'on va pouvoir lui dire comment on identifie les objets. Dans un set, lorsqu'on rajoute une valeur qui existe déjà, il utilise l'équivalent du triple égal. Il fait un test d'identité. Donc dans ce cas-là, ce sont deux objets différents et un set laisserait les choses passer. Donc nous, on aimerait bien avoir, donc on va appeler ça P, une nouvelle classe, un nouveau type qu'on va appeler UniqueSet. Et ce qu'on ferait, c'est qu'on lui donnerait en paramètre une fonction qui permettrait de dire quel est l'élément que l'on va vérifier. Moi, par exemple, je vais lui dire ici, je veux que ce soit les ID qui soient uniques. Et ensuite, dans ce set, je lui passe les personnes. Mon objectif ensuite, c'est que si je fais un console.log et que je regarde la valeur de ce nouvel objet, donc je vais faire un p.values, ça va fonctionner un peu comme les sets, je m'attends à obtenir seulement deux personnes. Donc maintenant, à vous d'essayer de créer cette classe-là. Alors on est parti. Je vais créer une classe que je vais appeler UniqueSet. Et cette classe-là, elle va avoir un constructeur. Et dans ce constructeur, on va recevoir deux choses. On va recevoir un callback qui permettra d'identifier les éléments. Et on va recevoir les items qui vont être par défaut les valeurs à associer. On aura aussi une méthode values qui est une méthode qui va devoir envoyer un itérateur. Donc ça me permet de compléter la signature. Bon, pour l'instant, il râle parce que le résultat de values n'est pas itérable. Donc on a plusieurs solutions pour arriver à notre problème, mais moi ce que je me dis, c'est que je vais me créer une map qui va être vide par défaut. Ensuite, à ce niveau-là, je vais parcourir chacun de mes items. Donc je vais faire for const item of items. Et en fait, je vais venir rajouter la valeur dans ma map. Donc je fais un this.$map
.set et je vais mettre la clé. Donc ça va être le callback que j'appelle avec l'item. Donc ça me donnera l'id 1 puis l'id 2. Et ensuite, je mets la valeur associée, qui sera l'item en question. Lorsque je souhaite récupérer les valeurs, je vais retourner les valeurs de ma map. Si maintenant je réactualise, on voit que j'obtiens un tableau avec seulement les deux éléments. Et là, dans ce cas-là, c'est le dernier élément qui a été conservé parce que à chaque fois, il réécrase avec l'ID. Si on veut ne conserver que le premier élément lorsqu'il est inséré, il suffirait à ce niveau-là de vérifier est-ce que notre objet n'existe pas déjà, en lui disant if différent de this.map.as et on récupère l'ID. Pour éviter d'appeler deux fois ce code-là, on peut créer une constante pour récupérer le résultat du callback. C'est la clé que l'on va mettre à ce niveau-là et aussi à ce niveau-là. Donc dans ce cas-là, notre Unix set, il ne va sauvegarder que la première version qu'il va trouver. Après, on pourrait rajouter de nouvelles méthodes, par exemple une méthode delete, qui prendra en paramètre la clé et qui permettrait de supprimer. Dans ce cas-là, on ne supprimerait pas par l'objet, mais on supprimerait par la clé. Donc par exemple, je pourrais lui dire à ce niveau-là, je veux que tu délètes la personne qui a l'ID 2. Donc je fais p.delete et je lui donne 2. Au niveau de cette méthode delete, il me suffit de prendre ma map et de venir supprimer l'élément qui correspond à la clé. Et j'ai comme ça un objet qui simule un peu le fonctionnement d'un set avec un petit détail important, c'est que je peux spécifier qu'est-ce qui va être utilisé pour identifier mes éléments et éviter les duplicata. Et vous voyez que là, les maps sont intéressantes pour ça. On pourrait aussi avoir à ce niveau-là, plutôt que simplement une chaîne de caractères, un objet complexe. Donc si par exemple les personnes elles avaient des dates ou des choses comme ça, je pourrais regrouper par un objet et je ne suis pas limité forcément par une chaîne de caractères. Et voilà pour cette petite présentation. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que les sets vont être intéressants dès lors que l'on veut sauvegarder des valeurs. On se fiche de l'ordre parce que l'ordre n'a pas d'importance dans le cadre des sets et on veut que les valeurs ne soient sauvegardées qu'une seule fois à l'intérieur. Et après, on a des méthodes pour vérifier si une valeur existe et pour supprimer une valeur beaucoup plus simplement que pour les tableaux. Donc dans ces situations-là, un set peut être plus intéressant qu'un tableau. Et ensuite, on a vu les maps qui fonctionnent un petit peu comme des objets classiques en JavaScript, dans le sens où on a une clé et une valeur associée, sauf que dans le cadre des maps, les clés peuvent être des objets complexes. Donc ça peut être intéressant pour associer des objets ensemble avec une logique particulière, comme on l'a vu dans notre cas, où on associe un objet à un élément dans le DOM. Et on peut faire évidemment la même chose en sens inverse pour par exemple avoir à partir d'un élément dans le DOM la personne qui est associée. Donc j'espère que cette vidéo vous servira et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre. Ciao!